un chiffre sec et la route change de sens. Pendant des années au Burkina Faso, plus de 40% de la production partait en perte. Des tonnes de tomates pourrissaient au bord des routes, tandis que des conserves importées, revenues 3 fois plus chères, occupaient les marchés. Au passage, près de 15 millions de dollars de valeur ajoutée échappaient au pays, et l'idée même de financer routes, énergie ou hôpitaux semblait hors de portée. Alors, que vaut ce récit quand Ibrahim Traoré l'assume? Parce que la tomate ouvre d'autres chantiers. Cette analyse promet une chose simple: comprendre comment une politique de transformation locale peut modifier des équilibres longtemps figés dans un État enclavé. En suivant les faits, les chiffres et les séquences clés, le spectateur verra ce qui change concrètement pour l'économie, les revenus et la marge de manœuvre publique. L'enjeu n'est pas seulement agricole, il touche l'énergie, les infrastructures, la santé et la capacité d'un pays à financer ses priorités avec des ressources internes sans rompre brutalement avec son environnement régional. Mais cette promesse comporte un risque clair: investir vite, concentrer des moyens limités et avancer presque seul expose à des tensions budgétaires, sociales et politiques. Si la dynamique s'essouffle, les attentes créées peuvent se retourner contre ceux qui les portent. C'est ici que le cas porté par Ibrahim Traoré devient intéressant. Il permet d'observer, sans idéaliser, jusqu'où une stratégie fondée sur la valeur captée localement peut tenir face aux contraintes réelles du Sahel actuel. La première révélation tient en un chiffre simple: avant toute usine, plus de 40% de la production de tomates se perdait chaque année et près de 15 millions de dollars de valeur ajoutée quittaient le pays. La seconde est plus discrète mais décisive. En transformant localement ce qui était déjà produit, le rythme économique change presque immédiatement sans attendre une aide extérieure massive, un retournement conjoncturel ou une réforme institutionnelle lourde. Ces deux constats structurent ensuite le récit désormais porté par Ibrahim Traoré. Ils déplacent la question centrale. Il ne s'agit plus de savoir pourquoi le Burkina Faso dépendait de ses importations, mais comment cette dépendance s'est installée durablement dans un pays enclavé au cœur du Sahel, soumis à des corridors commerciaux contrôlés par ses voisins et à des importations énergétiques coûteuses. Pendant longtemps, ce contexte a figé les perspectives: des récoltes abondantes sans débouchés, des villages isolés, des hôpitaux sous-financés et une économie ramenée dans l'actualité internationale, surtout lors des crises politiques ou sécuritaires. Dans ce paysage fragmenté, l'idée d'autosuffisance n'est pas apparue comme un slogan, mais comme une réponse pragmatique à des blocages visibles. Transformer sur place, c'était réduire les pertes, stabiliser les revenus agricoles et conserver une partie de la valeur à l'intérieur du pays. Financer des projets avec des fonds locaux, c'était tenter de desserrer l'étau budgétaire créé par la dépendance chronique à l'aide extérieure. Chaque chantier, même modeste, devenait ainsi un test grandeur nature. La trajectoire s'est construite par couches successives. D'abord une rupture avec les anciens schémas, puis l'émergence de projets concrets et visibles, enfin la diffusion progressive de leurs effets dans les campagnes et les villes. Ce qui relevait hier d'un pari isolé commence alors à ressembler à une méthode. Pour Ibrahim Traoré, ce basculement fournit un fil conducteur clair: montrer que la souveraineté n'est pas une abstraction politique, mais une succession de décisions matérielles, mesurables et observables dans la vie quotidienne. Pour comprendre comment cette stratégie commence à produire des effets concrets, il faut quitter les chiffres globaux et suivre les premiers lieux où le changement devient visible. Dans les zones agricoles, l'installation de l'unité de transformation de la tomate agit comme un point de repère. Avant, les producteurs vendaient dans l'urgence, à des prix fluctuants
ou perdaient une partie de leur récolte faute d'acheteurs. Après, un débouché stable apparaît, permettant de planifier, d'investir et de réduire l'incertitude saisonnière. Un premier cas illustre cette bascule. Autour de l'usine, des agriculteurs témoignent d'une sécurisation nouvelle de leurs revenus. Les contrats garantis limitent les pertes post-récolte et transforment la relation au marché local. Ce n'est pas une révolution spectaculaire, mais une modification progressive des comportements économiques. On cultive davantage, on améliore les pratiques, on prend moins de risques contraints. L'impact se diffuse lentement, mais il s'enracine. Un second cas concerne la santé. À Bobo-Dioulasso, l'hôpital financé par des ressources internes devient un symbole tangible de réinvestissement local. Pour les habitants, la différence se mesure en temps d'attente réduit, en soins accessibles et en continuité de service. L'argent généré à l'intérieur du pays ne disparaît plus immédiatement dans des circuits extérieurs. Il revient sous forme d'infrastructures visibles adaptées aux besoins du terrain. Ces effets précoces expliquent pourquoi le récit porté par Ibrahim Traoré trouve un écho. Il s'appuie sur des changements observables, même limités, qui modifient la perception collective de ce qui est possible. So what? Quand les bénéfices deviennent concrets, la souveraineté cesse d'être un discours pour devenir une expérience quotidienne. Avant, la filière agricole avançait sans appui solide. Les récoltes arrivaient en masse sur les routes, sans stockage, sans transformation et sans prix de référence. Les producteurs vendaient vite ou perdaient tout. Les devises sortaient du pays et la frustration s'installait. Après, un premier choix change la dynamique, transformer localement ce qui était déjà produit sans attendre un grand plan extérieur ni une réforme globale. Le déclencheur se situe précisément là. Face à des pertes visibles et répétées, l'idée d'une usine de transformation de la tomate s'impose comme un test concret. Le projet est financé localement dans un contexte budgétaire contraint. Le pari est risqué. Investir vite, concentrer des ressources limitées et accepter une exposition politique immédiate. Mais le signal est clair. En quelques semaines, un débouché stable apparaît, les pertes post-récolte reculent et une partie de la valeur ajoutée reste dans l'économie nationale. Ce premier chantier ouvre une brèche psychologique autant qu'économique. Le point culminant intervient lorsque la logique s'étend au-delà de l'agriculture. Le projet énergétique Yellen passe au premier plan. Plus de 150 villages sont raccordés à une électricité solaire produite localement, touchant environ 300 000 habitants. Pour un pays habitué aux coupures et aux importations coûteuses, l'effet est immédiat. Les écoles prolongent leurs horaires, les centres de santé conservent correctement les vaccins, les petits commerces fonctionnent après la tombée de la nuit. L'énergie cesse d'être une contrainte permanente et devient un facteur d'organisation sociale. Dans le même temps, les infrastructures routières s'imposent comme le troisième pilier. L'autoroute vers la Côte d'Ivoire, évaluée à environ 500 millions de dollars, réduit les temps de trajet et fluidifie les échanges. Pour un État enclavé, cette route n'est pas un simple chantier. Elle agit comme une ouverture stratégique vers les ports, tout en renforçant la circulation interne. Les flux commerciaux augmentent, les coûts logistiques baissent et les zones situées le long de l'axe commencent à se densifier économiquement. L'onde de choc apparaît alors, plus diffuse mais plus large. Dans les campagnes, les revenus agricoles progressent et la planification redevient possible. Dans les villes, l'énergie et les routes stimulent de nouvelles activités. Des artisans s'agarnisent leurs équipements, des commerces s'installent, des services émergent. Le mouvement n'est ni uniforme ni spectaculaire, mais il s'étend par capillarité. Chaque projet renforce les autres. Au sommet, Ibrahim Traoré consolide cette succession d'événements en un récit cohérent.
Il relie l'usine, l'énergie et les routes autour d'une même logique. Capter localement la valeur pour créer des effets cumulés. La chronologie devient lisible. Un déclencheur précis, un pic d'investissement visible, puis une propagation progressive dans la société. Ce passage du avant au après marque un tournant. La question n'est plus de savoir si quelque chose change, mais jusqu'où cette dynamique peut aller sans se briser. La lecture chiffrée permet de tester la solidité du modèle sans s'en remettre au récit. Le point de départ est clair. Baseline, une agriculture marquée par des pertes structurelles, une énergie importée et instable, des infrastructures routières qui renchérissaient les coûts et limitaient la circulation des biens. Delta, une série de variations mesurables qui, mises bout à bout, indiquent un changement de régime plutôt qu'une simple embellie conjoncturelle. Premier bloc, l'agriculture. Avant la mise en service de l'unité de transformation, plus de 40% de la production nationale de tomates se perdait chaque année faute de débouchés, de stockage et de capacité industrielle. Après, la production progresse d'environ 40%, non parce que la terre serait soudain plus fertile, mais parce que les débouchés deviennent plus stables. Cette hausse permet aux producteurs d'élargir leurs parcelles et d'améliorer leurs pratiques. Dans certaines zones, les revenus agricoles ont presque doublé grâce à des contrats garantis. Chaque chiffre renvoie à un même mécanisme. Réduire l'incertitude change la prise de décision économique. Deuxième bloc, l'énergie. La situation de référence était celle de villages entiers plongés dans l'obscurité, dépendant de générateurs coûteux ou de réseaux intermittents. Le delta se mesure avec le projet Yelen, plus de 150 villages, soit environ 300 000 habitants, désormais raccordés à une énergie solaire produite localement. Cette substitution réduit la dépendance aux importations et stabilise les usages. L'impact budgétaire est direct, environ 10 millions de dollars d'économies annuelles pour l'État réorientés vers la santé, l'éducation ou la maintenance des installations. Une économie récurrente vaut ici plus qu'un financement ponctuel. Troisième bloc, les infrastructures. Baseline, une dépendance lourde aux corridors commerciaux contrôlés par les pays voisins avec des délais longs et des coûts élevés. Delta, l'autoroute vers la Côte d'Ivoire, estimée à 500 millions de dollars, réduit les temps de trajet et augmente d'environ 25% les flux commerciaux. Cette progression se traduit par une contribution estimée à 2% du PIB. Le chiffre peut sembler modeste, mais il agit comme un multiplicateur. Il soutient l'agriculture. Attire des entreprises et densifie l'activité autour des axes rénovés. Pris isolément, ces indicateurs pourraient ne paraître limités. Ensemble, ils dessinent une trajectoire cohérente. Les gains agricoles alimentent la demande locale. L'énergie réduit les coûts et stabilise les usages. Les routes fluidifient les échanges. C'est cette articulation qui retient l'attention des observateurs et explique pourquoi le récit porté par Ibrahim Traoré s'appuie autant sur les données que sur les symboles. Les chiffres ne tranchent pas le débat politique. Ils montrent cependant que la dynamique repose sur des gains réels, mesurables et cumulables, conditions nécessaires pour durer. Pour évaluer la robustesse du modèle, il faut formuler les critiques dans leur version la plus exigeante. La première objection concerne l'épuisement financier. Un État enclavé, aux ressources limitées, peut difficilement soutenir sur la durée des investissements lourds, usines, routes, parcs solaires, hôpitaux, sans apport extérieur concessionnel. Le risque est d'ester double. Tension budgétaire si les coûts dépassent les prévisions, puis arbitrage défavorable aux dépenses sociales lorsque l'entretien s'accumule. Dans cette lecture, la vitesse d'exécution accentue la fragilité. Cette critique mérite un examen précis.
Les éléments disponibles suggèrent toutefois un cycle interne partiel. L'unité de transformation de la tomate, financée localement, a créé des emplois directs et stabilisé des revenus agricoles, tout en conservant une part significative de la valeur ajoutée dans l'économie nationale. Le projet énergétique génère des économies récurrentes sur les importations qui peuvent être réaffectées à l'entretien et aux services. Cela ne supprime pas le risque mais modifie sa nature. La contrainte n'est plus uniquement l'accès aux fonds, elle devient la discipline d'allocation et de maintenance. La seconde objection porte sur la concentration sectorielle. Miser simultanément sur quelques piliers, agrotransformation, solaire, corridor routier, exposerait le pays à des chocs spécifiques. Aléas climatiques affectant les récoltes, défaillances techniques des installations, perturbations géopolitiques des échanges. Une mauvaise saison ou un incident critique pourrait entraîner des effets en cascade. Là encore, l'argument est solide. La réponse observable tient aux effets de diffusion. L'énergie stabilise l'activité des petites entreprises et des services essentiels, réduisant la vulnérabilité microéconomique. Les routes diversifient les débouchés et raccourcissent les délais, ce qui amortit les chocs de prix. Les gains agricoles, enfin, encouragent une diversification progressive des revenus ruraux. La dépendance existe, mais elle s'accompagne de mécanismes de résilience qui limitent l'ampleur des retours en arrière. Une troisième critique vise la personnalisation. Lorsque la stratégie est associée à un leadership identifié, sa continuité peut être questionnée. Le contrepoint observable est institutionnel. Contrats, infrastructures, usages et économies récurrentes créent des inerties positives moins dépendantes des discours que des coûts de renoncement. Pris ensemble, ces échanges montrent un modèle ni miraculeux ni imprudent par nature. Les risques sont réels, mais adressables si la cadence reste alignée avec les capacités et si la gouvernance maintient la priorité sur l'entretien et la diversification. C'est à cette condition que l'expérience portée aujourd'hui dans le débat public autour d'Ibrahim Traoré peut conserver sa crédibilité analytique. À mi-parcours, un élément souvent sous-estimé réoriente la lecture. Les infrastructures locales ne servent pas seulement à produire ou à économiser, elles reconfigurent la capacité de négociation d'un État enclavé. Ce glissement éclaire l'intention stratégique associée au cap défendu par Ibrahim Traoré, au-delà des chantiers pris isolément. L'autoroute vers la Côte d'Ivoire en offre une illustration nette. Ce n'est pas qu'un investissement lourd destiné à accélérer les échanges. En réduisant les coûts logistiques et les délais, elle transforme une contrainte géographique en levier d'accès au marché portuaire. Pour un pays sans littoral, disposer d'un corridor plus fluide modifie les termes des échanges régionaux, sans rompre avec l'environnement existant. Le projet énergétique opère un déplacement similaire. Lorsque l'électricité devient locale et prévisible, la dépendance aux importations diminue et les marges budgétaires s'élargissent. Les choix publics gagnent en souplesse, les priorités deviennent plus négociables et la planification cesse d'être dictée par l'urgence. La révélation tient donc en une idée. L'autonomie n'isole pas. Elle permet de choisir ses dépendances plutôt que de les subir. En ce sens, les chantiers visibles servent un objectif plus discret mais central, accroître la liberté d'arbitrage économique et politique. C'est ce point charnière qui donne une cohérence d'ensemble au récit porté par Ibrahim Traoré et prépare les effets concrets observables dans la société. Les effets de la stratégie deviennent pleinement lisibles lorsqu'on observe leurs retombées sur quatre groupes clés qui structurent la vie nationale. Chacun réagit différemment, mais l'ensemble dessine une même direction. Des gains concrets, progressifs et encore en évolution,
associé au cap assumé par Ibrahim Traoré, agriculteur. Dans les campagnes, le changement est d'abord matériel. Avant, l'incertitude dominait. Pertes élevées, prix volatiles, ventes contraintes par l'urgence. Avec la transformation locale, les volumes vendus augmentent, les pertes post-récolte diminuent et les revenus se stabilisent. Certaines zones, ils ont presque doublé grâce à des contrats garantis. Cette stabilité modifie les comportements. Investissements familiaux, amélioration des pratiques, moindre tentation d'abandonner les terres. Le bénéfice dépasse le revenu immédiat. Il redonne un horizon de décision. Petites entreprises, les commerçants, ateliers et services ressentent fortement l'effet combiné de l'énergie et des routes. L'électricité solaire réduit la dépendance aux générateurs coûteux et aux coupures imprévisibles. Les horaires s'allongent, les équipements se modernisent, les pertes diminuent. Les axes routiers fluidifiés abaissent les coûts logistiques et accélèrent la rotation des stocks. Le résultat n'est pas une explosion soudaine de l'activité, mais une amélioration continue de la compétitivité locale, particulièrement visible le long des corridors rénovés. Ménage. Pour les familles, l'impact se mesure en temps et en sécurité. Dans plus de 150 villages raccordés, l'éclairage prolonge les études le soir, facilite la conservation des aliments et permet une meilleure information. L'accès à des soins renforcés, notamment à Bobo Dioulasso, change la relation au système de santé. Délais réduits, continuité des services, confiance accrue. Ces gains quotidiens, modestes prix isolément, s'additionnent et transforment le rythme de vie. Services essentiels et État. Enfin, la stratégie redéfinit la capacité d'action publique. Les économies issues de l'énergie locale, estimées à environ 10 millions de dollars par an, offrent une marge budgétaire récurrente. Les infrastructures routières contribuent à l'activité économique, avec une hausse d'environ 25% des flux et une contribution estimée à 2% du PIB. Ces ressources ne résolvent pas tout, mais elles améliorent la continuité, la planification et la crédibilité de l'action publique. Pris ensemble, ces effets dessinent un paysage nouveau. Le pays produit davantage, circule mieux, soigne plus largement et gère plus finement ses ressources. Le pari défendu par Ibrahim Traoré n'est pas achevé, mais il modifie déjà les conditions de vie et les attentes collectives. La question qui émerge n'est plus celle de l'impact immédiat, mais de la capacité à maintenir et étendre ses gains sans rompre l'équilibre. À horizon de 6 à 12 mois, les tendances observables permettent d'esquisser trois trajectoires plausibles. Elles ne sont, elles ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture utiles pour tester la cohérence du cap et identifier les points de vigilance. Scénario de base. Dans cette trajectoire, les projets engagés se poursuivent sans accélération majeure ni rupture. L'extension du réseau solaire progresse par paliers, raccordant de nouveaux villages et consolidant les économies budgétaires existantes. Les infrastructures routières sont entretenues, améliorant la fluidité des échanges sans transformation spectaculaire. La filière tomate stabilise ses volumes et ses revenus, mais n'ouvre pas encore de nouvelles unités industrielles. La croissance reste modérée, portée par l'agriculture transformée, le commerce régional et les services. Ce scénario ancre le modèle dans la durée au prix d'un rythme parfois jugé lent par une opinion devenue plus exigeante. Scénario optimiste. Ici, plusieurs dynamiques se renforcent simultanément. Les résultats visibles en matière d'énergie, de santé et d'agrotransformation attirent des investissements ciblés, notamment régionaux. De nouvelles unités de transformation apparaissent, inspirées par la filière tomate. Les corridors routiers deviennent des axes d'installation d'entreprises, diversifiant les activités et les exportations.
La croissance accélère, portée par des effets d'entraînement et une meilleure captation de la valeur. Dans cette configuration, le Burkina Faso gagne en visibilité régionale comme étude de cas et le cap assumé par Ibrahim Traoré est perçu comme reproductible, sous conditions de gouvernance et de discipline budgétaire. Scénario pessimiste. Cette trajectoire met l'accent sur les vulnérabilités. Une dégradation du contexte sécuritaire ou géopolitique perturbe les échanges et détourne des ressources vers l'urgence. Des retards techniques affectent les installations solaires ou l'entretien des routes, réduisant les gains attendus. La diffusion des bénéfices ralentit, nourrissant des frustrations sociales. La croissance fléchit et la stratégie d'autonomie est mise à l'épreuve par les contraintes matérielles et politiques. Le modèle ne s'effondre pas nécessairement, mais sa crédibilité s'érode si les ajustements tardent. Repère de lecture. Quel que soit le scénario, une idée domine. Penser en termes de capacité à cumuler, plutôt qu'en résultats immédiats, aide à traverser les fluctuations. La question clé n'est pas la vitesse maximale, mais l'alignement durable entre investissement, maintenance et diffusion des bénéfices. C'est à cette aune que les prochains mois permettront d'évaluer la solidité du cap. Au-delà des indicateurs macroéconomiques, l'expérience burkinabé résonne différemment selon les publics qui l'observent. Pour chacun, elle éclaire une question concrète. Comment des décisions centrées sur les capacités locales peuvent-elles modifier des trajectoires perçues comme contraintes? Pour les citoyens burkinabés, les changements ne sont pas abstraits. Ils se mesurent en heures d'électricité gagnées, en récoltes vendues plutôt que perdues, en temps de trajet réduit et en soins plus accessibles. Ces améliorations n'effacent pas les difficultés, mais elles élargissent la marge de manœuvre quotidienne. L'effet le plus marquant est peut-être psychologique. Lorsque les projets produisent des résultats visibles, l'effort collectif retrouve une crédibilité et l'attente se transforme en participation. Pour les entrepreneurs et acteurs locaux, la combinaison énergie-route débouchée modifie le calcul économique. Des coûts plus prévisibles, des délais plus courts et une demande mieux structurée rendent possible des investissements auparavant trop risqués. L'activité progresse par ajustements successifs plutôt que par rupture, mais cette progressivité réduit l'exposition au choc. Le message implicite est clair. La stabilité opérationnelle compte autant que l'accès au capital. Pour les observateurs extérieurs, chercheurs, décideurs ou citoyens d'autres pays, le cas du Burkina Faso fonctionne comme un laboratoire. Il interroge des modèles de développement centrés sur l'aide et met en lumière une alternative fondée sur la captation locale de la valeur. L'intérêt ne réside pas dans la transposition mécanique, mais dans les principes testés. Prioriser la transformation, sécuriser l'énergie, fluidifier la circulation. Pour le spectateur, cette lecture invite à un déplacement. Il ne s'agit plus de juger une trajectoire à l'aune d'un résultat immédiat, mais d'examiner l'accumulation de capacités et leur diffusion sociale. C'est ce prisme qui permet d'évaluer avec distance le cap incarné dans le débat public par Ibrahim Traoré. Non comme une promesse universelle, mais comme une expérience qui questionne les choix possibles face à la contrainte. Transformer une dynamique prometteuse en trajectoire durable suppose une séquence claire, lisible et mesurable. La feuille de route esquissée ici ne cherche pas à ajouter de nouveaux objectifs, mais à consolider ce qui est déjà visible, dans l'esprit du cap défendu par Ibrahim Traoré. Pour commencer, nous devons sécuriser l'existant. Qui? État et collectivités locales. Quoi? Entretien des routes stratégiques, maintenance des installations solaires, continuité des chaînes de transformation agricole. Quand? Immédiatement sur 6 à 12 mois. Mesure, baisse des pannes critiques, réduction des coûts logistiques, stabilité des volumes transformés. Sans entretien, les gains s'érodent plus vite qu'ils ne se créent.
Pour commencer, nous devons diversifier sans disperser. Qui? Secteur privé national avec appui ciblé. Quoi? Répliquer la logique de transformation locale sur d'autres produits agricoles, renforcer les services liés à l'énergie et au transport. Quand? 12 à 24 mois. Mesure, hausse de la valeur ajoutée captée localement et création d'emplois non agricoles. La diversification réduit la dépendance à quelques piliers sans diluer l'effort. Pour commencer, nous devons investir dans les compétences. Qui? Ministère concerné, centre de formation. Quoi? Former techniciens, agronomes, électriciens capables d'opérer et d'entretenir les projets. Quand? Dès maintenant, avec un horizon de 3 à 5 ans. Mesure, part croissante des projets gérés par des équipes nationales. C'est le levier clé pour éviter une nouvelle dépendance, cette fois humaine. Pour commencer, nous devons stabiliser le financement interne. Qui? État et institutions financières locales. Quoi? Mécanismes de crédit adaptés, fonds dédiés aux filières stratégiques. Mesures, continuité des investissements et réduction de la vulnérabilité budgétaire. Cette séquence n'élimine pas les risques, mais elle les rend gérables. En s'appuyant sur des capacités déjà éprouvées, elle transforme une série de chantiers en cadres d'action cohérents. C'est à ce niveau, plus qu'au stade des annonces, que la crédibilité de la trajectoire associée à Ibrahim Traoré se joue. L'histoire pourrait se résumer à une image simple déjà croisée plus tôt. Une tomate autrefois abandonnée sur le bitume, aujourd'hui transformée dans une usine locale. Ce motif n'est pas anecdotique. Il condense une idée centrale. Ce qui était considéré comme une perte inévitable peut redevenir une ressource, à condition de changer l'angle et la méthode. Dans ce récit, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un acteur providentiel isolé, mais comme le catalyseur d'une dynamique longtemps contenue. Son rôle consiste moins à inventer ex nihilo qu'à rendre visibles des choix concrets, transformer plutôt qu'exporter brut, produire l'énergie plutôt que l'importer, relier les territoires plutôt que subir l'enclavement. L'usine, l'hôpital, la route et le réseau solaire ne sont pas des symboles abstraits. Ce sont des objets matériels qui modifient les habitudes, les attentes et les décisions quotidiennes. Le rappel émotionnel tient alors dans cette continuité. La tomate sauvée n'est pas seulement un succès agricole, elle devient le signe d'un déplacement plus large. La valeur reste, circule et s'accumule localement. Pour beaucoup de Burkinabés, cette accumulation change le regard porté sur l'effort collectif. Elle suggère que la dépendance n'est pas une fatalité, mais un état réversible. Phrase clé. Quand la transformation commence, la trajectoire suit. C'est ce fil, discret mais solide, qui relie les premiers gestes aux ambitions plus vastes et qui donne au projet porté par Ibrahim Traoré sa charge symbolique autant que politique. Ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso dépasse largement le cadre national. Chaque usine mise en service, chaque village raccordé à l'électricité, chaque récolte transformée localement ouvre un espace de réflexion plus vaste sur les choix de développement possibles pour des États confrontés à des contraintes similaires. L'expérience observée n'est ni un modèle clé en main, ni une promesse universelle, mais une invitation à reposer les questions fondamentales. Où se crée la valeur? Qui la capte? Et comment elle circule ensuite dans la société? Dans ce cadre, la trajectoire associée à Ibrahim Traoré agit comme un point de départ pour un dialogue plus large. Elle interroge la place des ressources locales, le rôle de l'État, la temporalité des résultats et la tolérance aux risques collectifs. Elle oblige aussi à regarder les limites. Contraintes budgétaires, pression régionale, exigences de maintenance et de gouvernance. Rien n'est tranché, et c'est précisément ce qui rend l'analyse féconde. Observer, comparer, débattre de cette expérience, c'est déjà participer à un échange qui dépasse les slogans. Certains
y verront une stratégie pragmatique adaptée au contexte sahélien, d'autres un pari fragile exposé au choc. Entre ces lectures, un espace commun existe, celui de la discussion informée fondée sur des faits et des trajectoires observables. La question reste donc ouverte. Au-delà des chiffres et des symboles, qu'est-ce que cette expérience vous apprend sur la manière dont un pays peut reprendre la main sur son destin économique?